Bonjour, merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité à partager avec vous les conclusions de mes 5 ans d'expérience à titre d'observatrice civile indépendante nommée par le gouvernement pour observer donc l'intégrité et l'impartialité des enquêtes du service de police de la Ville de Montréal, donc du SPVM, qui portent sur des allégations criminelles qui ont été formulées par des personnes autochtones à travers le Québec contre des policiers. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le résultat donc de ces 5 années de travail d'observation civile indépendante qui m'ont amené à faire des constats assez importants au regard des objectifs de mon mandat, qui était de renforcer la confiance du public et des Autochtones en particulier sur les enquêtes visant des policiers, s'assurer que leurs droits soient respectés et accroître la transparence de ces enquêtes-là. Donc, si on veut ce travail-là, je vais vous donner un petit peu le contexte de mon mandat et je vais par la suite vous présenter certaines des conclusions de mon rapport et qui font écho à certaines recommandations issues d'autres rapports, notamment l'enquête nationale sur les femmes autochtones disparues, assassinées et également la commission Vient. Donc, ce sont des constats qui démontrent en fait que pour les victimes, en fait, la perception de justice liée aux enquêtes criminelles qui visent des policiers sont très liées aux notions d'intégrité, d'indépendance, d'objectivité et de transparence, et que malgré les avancées qui ont été faites lors des 5 dernières années, donc depuis les 5 dernières années, il y a encore beaucoup de chemin à faire sur ces questions-là pour satisfaire les demandes de justice des victimes, et particulièrement des victimes autochtones, lorsqu'un policier est impliqué. Donc, essentiellement, j'ai été nommée donc en octobre 2015 suite à un reportage de l'émission Enquête de Radio-Canada qui révélait, vous vous en souviendrez sans doute, des crimes assez graves qui auraient été commis par des policiers contre des femmes autochtones de la région de Val-d'Or. On parlait notamment de cure géographique, donc on amène une personne intoxiquée très loin hors de la zone urbaine pour qu'elle puisse revenir à pied pour dégriser, donc les Starlight Tours qui ont aussi été documentés ailleurs au Canada. On parlait aussi de violences sexuelles, donc des témoignages très courageux et très troublants de la part de femmes autochtones qui donc ont déclenché un processus. À cette époque-là, en 2015, le Québec était toujours dans un système d'enquête de police sur la police. Donc, lorsqu'il y avait des crimes graves qui étaient commis par, ou en tout cas allégués commis par des policiers, c'était un autre service de police qui enquêtait. Évidemment, ce n'est pas unique au Québec, ça soulevait énormément de craintes de partialité, hein, donc l'idée qu'on allait protéger ses pairs policiers. Et on avait déjà à l'époque créé le Bureau des enquêtes indépendantes, le BEI, mais qui n'était pas encore en fonction, donc qui n'était pas prêt à prendre de mandat à cette époque-là. Et donc, le gouvernement confie au SPVM la charge d'enquêter sur des crimes qui étaient allégués de la part de policiers, notamment de la Sûreté du Québec, contre ces femmes de Val-d'Or, et le mandat serait élargi au fil des années. Mais comme il s'agissait quand même, encore une fois, d'enquête de police sur la police, on a nommé à cette époque une observatrice civile indépendante, donc pour mesurer l'intégrité et l'impartialité de ces enquêtes. Donc, ce travail de 5 ans a produit 2 rapports. Le premier sur la phase 1 des enquêtes, sur laquelle je ne m'attarderai pas trop, c'est-à-dire sur le détail là, des phases, mais essentiellement, la phase 1 des enquêtes concernait 38 dossiers d'enquête. Mon rapport avait été publié en novembre 2016. Il concluait que les enquêtes du SPVM, de façon générale, avaient été menées de façon intègre et impartiale, mais que des enquêtes criminelles étaient insuffisantes pour faire la lumière sur les causes systémiques qui expliquaient ces violences policières, sur le racisme systémique allégué au sein des forces policières et pour faire la lumière sur ce qui expliquait historiquement, mais aussi de façon contemporaine, la relation de confiance brisée entre les nations autochtones, les personnes autochtones et les corps policiers. Suite à ça, le gouvernement a créé la commission Vient, qu'on connaît désormais. Et en trame de fond, il y avait aussi l'enquête nationale sur les femmes autochtones disparues, assassinées. Le SPVM a continué d'enquêter dans ce qu'on appelle la phase 2, qui a fait l'objet de 61 dossiers d'enquête supplémentaires. Donc, au total, on parle de 98 dossiers. Si vous avez bien compté, ça faisait 99, mais je vous expliquerai. Donc, c'est effectivement 98 dossiers d'enquête qui ont été menés par le SPVM et donc observé par moi sur une période donc, de 2015 à 2018.
En 2018, le BEI a pris la relève des enquêtes et est désormais responsable de toutes les enquêtes criminelles qui sont issues d'une plainte formulée par une personne autochtone au Québec contre un policier. Donc, ça, c'est un retour assez bref, évidemment, sur le système. Ce qu'on constate aujourd'hui, si vous regardez les différents rapports médiatiques, les différents articles qui sortent, eh bien, depuis, on a encore des allégations de violences policières et des craintes très légitimes et répétées de la part des victimes autochtones et des communautés desquelles elles sont issues sur la légitimité des enquêtes qui visent donc des policiers qui auraient commis des crimes à leur encontre. La mesure d'observation civile indépendante, c'est une première au Québec. Ce sera peut-être une dernière dans la mesure où désormais on a un bureau d'enquête indépendant. Ce que j'ai constaté toutefois, et je vais revenir là, tranquillement sur certains indicateurs de cette impartialité et de cette intégrité qui est nécessaire à la légitimité des enquêtes criminelles visant des policiers, c'est que j'ai donc développé un protocole d'observation qui mesurait l'intégrité et l'impartialité d'une enquête. Et ce que j'ai constaté au fil du temps, donc, c'est que j'ai regardé ce que le SPVM avait fait pour noter certains problèmes qui avaient eu cours pendant les enquêtes, mais aussi pour réaliser que la mesure désormais en place au Québec pour enquêter sur les policiers, et particulièrement lorsqu'une victime est autochtone, donc au Bureau des enquêtes indépendantes, que le Bureau des enquêtes indépendantes et tout l'ensemble normatif qui le concerne avait encore des lacunes importantes qui mettaient en cause, en fait, sa légitimité auprès des populations visées, toutes les victimes de violences policières alléguées, mais plus particulièrement les peuples autochtones. Donc, je vais regarder rapidement avec vous certaines des conclusions qui sont autour de ces indicateurs d'intégrité, d'impartialité, pour donner un peu une image de ce que, à mon avis, ce qui, à mon avis, fait défaut pour donner cette légitimité-là nécessaire. Et quand on regarde les réactions donc, des victimes ou des communautés face à certains événements de violences policières, par exemple, Chantal Moore au Nouveau-Brunswick ou tout récemment des Inuits qui se seraient fait traiter de façon assez brutale par des policiers de la Sûreté du Québec. Ce qu'on demande, c'est que ce soit des enquêtes menées par des personnes autochtones. On veut de l'information, on veut de la transparence et ces demandes-là sont répétées. Et je ne crois pas que le système en ce moment, dans le cadre actuel, soit en mesure de donner ce qui est attendu de la population envers les enquêtes criminelles visant des policiers. Donc, dans le travail d'observation que j'ai fait et qui était inspiré d'expériences similaires ailleurs au Canada et ailleurs dans le monde, j'ai donc développé un protocole, je le disais, de 25 indicateurs qui sont regroupés essentiellement autour de 3 grands thèmes. Et je n'irai pas évidemment dans chacun des 25 indicateurs, mais qui sont regroupés autour de trois grands thèmes qui visent à donc mesurer l'intégrité et l'impartialité. Ces 3 thèmes-là sont essentiellement l'application cohérente d'un processus d'enquête établi et rigoureux à toutes les phases de l'enquête. Donc, ça, c'est évidemment, il y a plusieurs indicateurs qui mesurent cette application cohérente d'un processus d'enquête établi et rigoureux. Je vais m'attarder à 3 de ceux-là, la célérité des enquêtes. Je vais parler brièvement des mesures d'isolement qui sont nécessaires, donc de l'isolement entre les policiers impliqués dans l'enquête et les policiers témoins, de même que les autres témoins civils potentiels. Et je vais rapidement aborder la question de l'exhaustivité des enquêtes. L'autre grande catégorie d'indicateurs était la prise en compte du contexte autochtone et de la nature sexuelle des allégations. Donc, évidemment, on était dans un contexte particulier et c'est le cas encore du BEI qui a un mandat exclusif. En fait, qui a un mandat, je vais peut-être le mentionner, le BEI enquête sur ce qu'on appelle des enquêtes indépendantes. Ça concerne des implications de policiers dans la mort d'une personne, l'utilisation d'une arme à feu ou d'une blessure grave. Ça, c'est son mandat classique. Je vais moins m'y attarder, mais le mandat du BEI a été élargi à 2 reprises depuis sa mise en place en 2016. Maintenant, il est responsable de toutes les enquêtes
visant une allégation de nature sexuelle contre un policier en fonction, donc qui était en fonction au moment des allégations sexuelles. Ça, c'est depuis octobre 2016. Donc, le BEI, que la victime soit autochtone ou non, ou que peu importe l'origine de la victime, le BEI a désormais compétence pour enquêter sur toute allégation de nature sexuelle lorsque le policier était en fonction. Et depuis le 17 septembre 2018, sur toutes les allégations criminelles formulées par un autochtone contre un policier. Donc, c'est un mandat qui est très large. Et donc, le BEI, donc, sur la prise en compte de la nature sexuelle et du contexte autochtone dans lequel il opère, les indicateurs que j'ai analysés pour le SPVM s'appliquent tout autant au mandat maintenant très important du BEI à cet égard. Et donc, je vais regarder notamment les questions de transparence, les questions de traduction et surtout les questions de représentativité autochtone au sein des équipes d'enquête. La dernière catégorie d'indicateurs concerne les conflits d'intérêts. Je vais en parler très brièvement cette fois-ci. Mais donc, voilà. Alors, sur les questions, donc, la première catégorie d'indicateurs, l'application d'un processus rigoureux, etc. Donc, la célérité des enquêtes, c'est la rapidité avec laquelle les enquêteurs, évidemment, se déplacent sur le terrain et mènent les enquêtes. Dans le cas qui nous concerne, le SPVM a fait des enquêtes relativement rapides. On parlait d'environ 4,6 mois pour mener une enquête. C'est un délai qui est tout à fait raisonnable compte tenu de la nature des enquêtes. Là où ça a posé un peu problème, c'est qu'une fois que le dossier d'enquête a été déposé sur le bureau du DPCP, donc du directeur des poursuites criminelles et pénales, alors là, le délai d'analyse par le DPCP a été très long, exceptionnellement long. On parlait d'une durée moyenne, donc une fois l'enquête terminée et sur le bureau du procureur, de 9,3 mois. Et il y a 41% des dossiers qui ont nécessité une analyse du DPCP de plus de 365 jours. Donc, c'est extrêmement long et ça nous amènera à nous poser la question de l'information qui est transmise aux victimes pendant cette longue attente qui a fait défaut de façon assez flagrante dans ces cas-là et qui pourrait encore le faire. Donc, je propose notamment que le BEI, dans mon rapport, je propose que le BEI tienne des statistiques sur les délais d'enquête, ce qui n'est pas le cas du tout pour l'instant, et s'engage, à l'instar de d'autres juridictions, à mener ces enquêtes criminelles dans un délai de 6 mois, ce qui est la norme dans plusieurs juridictions. Donc, sur la célérité des enquêtes, c'est ce que j'avais à dire. Un autre élément qui est important dans les enquêtes de police, c'est les mesures pour isoler, je le disais, les policiers et restreindre les communications entre eux. L'idée ici, c'est que dans toutes les enquêtes visant des policiers, la crainte, c'est que les policiers se concertent pour arriver à une version commune. Donc, c'est un peu lié à ce mur bleu du silence, le Blue Wall of Silence, qui réfère à cette idée préconçue, parfois démontrée, que les policiers sont réticents à trahir leurs collègues ou à révéler des actions policières douteuses. Donc, ce qui est important ici de noter, c'est que, évidemment, le corps policier a des limitations dans ce qu'il peut faire, évidemment, lorsqu'il arrive sur les lieux d'un accident qui a déjà été commis. Un des enjeux majeurs, à mon avis, qui menace la légitimité des enquêtes du BEI, c'est que la loi sur la police qui encadre ses pouvoirs n'a pas du tout été modifiée pour refléter son mandat actuel concernant les plaintes provenant d'Autochtones à l'encontre de policiers. Donc, c'est un mandat ad hoc qui a été donné au BEI. La loi n'a pas été adaptée. Et le règlement sur le déroulement des enquêtes du BEI ne s'applique pas aux enquêtes criminelles, c'est-à-dire à celles qui visent des agressions sexuelles commises par un policier en fonction ou celles qui visent une plainte par un autochtone contre un policier. Et donc, toutes les mesures d'isolement qui d'habitude s'appliquent au BEI, où le corps de police impliqué doit isoler le policier témoin du policier impliqué, etc., ne s'appliquent pas dans le contexte des allégations criminelles qui concernent un autochtone lorsqu'un policier est impliqué. Et donc, à mon avis, c'est une incohérence majeure, c'est une lacune très grave qui fait en sorte que ça met en péril carrément la légitimité des enquêtes. Non pas que les corps de police ne le feront pas, il n'y a aucune contrainte légale pour le faire. Et à mon avis, ça prend une modification législative parce que, évidemment, on met en péril tout le processus d'impartialité ou d'intégrité de l'enquête qui vise des policiers. Un enjeu je vais aller rondement sur d'autres indicateurs qui sont plutôt liés à la prise en compte du contexte autochtone.
dans le contexte des enquêtes visant des policiers. Deux indicateurs, à mon avis, qui méritent une attention particulière. Il y en a d'autres, notamment la formation des enquêteurs sur les réalités autochtones et pas simplement la formation de 1 heure autochtone 101, mais des formations fondées sur la sécurisation culturelle, bon, etc. L'offre de services de traduction, d'interprétation. J'en parle longuement dans mon rapport, mais je veux attirer votre attention sur deux éléments. Le premier, c'est la transparence du processus d'enquête envers les communautés autochtones. Donc, le SPVM avait le bénéfice d'avoir déployé des équipes sur le terrain pour expliquer le processus, notamment à Val-d'Or en tout début de mandat. Et il y avait une observatrice qui était un peu la courroie de transmission. Les communautés pouvaient communiquer avec moi, pouvaient me demander où les choses étaient. Or, au BEI, ce n'est pas le cas. Et même s'ils ont mis certaines mesures pour favoriser un contact avec la victime directe, il y a très, très peu d'informations disponibles au grand public et aux communautés sur les enquêtes qui sont menées. Donc, on a quelques statistiques éparses qui, à mon avis, ne suffisent pas à assurer la transparence des enquêtes auprès des victimes, mais surtout auprès des communautés et du public en général. Donc, je propose l'ajout de statistiques sur l'origine ethnique des policiers impliqués, des victimes, etc. Mais surtout, je propose, après avoir fait une analyse exhaustive des organismes de surveillance, un peu comme le BEI à travers le Canada, je propose que le BEI ait l'obligation de rendre public un rapport détaillé sur les enquêtes menées, y compris les enquêtes visant un policier lorsque la victime est autochtone, pour permettre au public, lorsqu'il n'y a pas d'accusation de portée, parce que le DPCP, à ce moment-là, n'émet pas un rapport pour expliquer sa décision, pour que le public puisse comprendre les moyens qui ont été déployés, les obstacles au dépôt de poursuite, etc. Le BEI fait littéralement figure de cancre au Canada en matière de transparence. Les autres organes de surveillance similaires au BEI produisent des rapports détaillés qui permettent de protéger la vie privée des victimes comme des policiers impliqués, mais qui donnent des informations au public pour voir quel type d'enquête est menée, les moyens qui ont été déployés, et visant donc à assurer le public de l'intégrité des enquêtes et de l'impartialité. Donc, cette mesure devrait être adoptée, à mon avis, dans les plus brefs délais, parce que le BEI, à ce moment-ci, est d'une opacité inacceptable qui met littéralement en jeu sa légitimité, parce que le public n'est pas en mesure de déterminer si son travail est intègre, indépendant et impartial. Donc, le nom BEI, Bureau des enquêtes indépendantes, à mon avis, ne suffit pas à le rendre légitime aux yeux de la population. Et donc, la publication des informations pertinentes relatives aux enquêtes est essentielle et urgente. Un autre enjeu portant sur la prise en compte du contexte autochtone, et c'est celui-là sur lequel je vais terminer ma présentation, c'est la représentativité adéquate de membres issus des communautés autochtones au sein de l'équipe d'enquête. Donc, le SPVM avait au départ engagé à l'externe des enquêteurs de police autochtones. Bon, au fil du temps, ces enquêteurs sont partis, mais je crois que la représentativité autochtone au sein des équipes d'enquête qui enquêtent en milieu autochtone, qui enquêtent dans une situation où la victime est autochtone, est absolument cruciale pour la légitimité de ce processus d'enquête. C'est ce qui est répété par les victimes, par les communautés ad nauseam à chaque fois qu'il y a une interaction problématique entre un membre d'un corps policier et un autochtone. C'est ce qu'ils réclament devant les médias parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit pour aller. Et au BEI, après sa mise en œuvre, après qu'il a été effectif en 2016, il n'y a toujours aucun enquêteur autochtone. Il y a une agente de liaison qui fait un travail exceptionnel, mais ce n'est pas suffisant. Donc, je recommande au BEI des mesures pour favoriser l'accès au poste d'enquêteur par des membres des Premières Nations inuits. Et je recommande aussi, en parallèle avec l'embauche d'enquêteurs autochtones, l'embauche de conseillers civils autochtones qui accompagneraient systématiquement les enquêteurs du BEI, qui compterait désormais des enquêteurs autochtones, mais néanmoins que les conseillers civils autochtones accompagnent les équipes d'enquête dans toutes les situations où une enquête vise un policier lorsque la victime est autochtone. Et ça, à mon avis, c'est une demande répétée et ignorée depuis très longtemps, demandée par les communautés autochtones, ignorée de la part des organisations et du gouvernement, qui, à mon avis, contribueraient de façon immense à la légitimité de l'organisation.
Donc, j'ai fait donc un bref rappel. J'ai 25 recommandations dans mon rapport. Je constate évidemment que des améliorations ont eu lieu depuis la mise sur pied du BEI suite aux rapports différents, mais très peu a été fait en fait pour renforcer cette légitimité-là des organisations qui mènent des enquêtes sur la police et encore plus lorsque la victime est autochtone. Donc, on a ici une demande extrêmement importante de la part des victimes qui vont vraiment déterminer si les enquêtes menées sur des policiers au Québec, mais évidemment ailleurs au Canada, les questions similaires se posent, si ces enquêtes-là vont avoir une certaine légitimité aux yeux de la population. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, je vous remercie de votre attention et au plaisir d'en discuter avec vous.